on va appeler notre papa à tous, Serge Moliex, en tout cas à tous les deux, voilà, qui va nous parler de sujets âgés et d'optimisation de leur prise en charge avec OptiEdge. Parce que c'était le président du CNU quand on est passé devant le CNU, c'est pour ça. On a tous le droit de faire des erreurs. Donc, n'avivez pas mes erreurs en me faisant avoir des regrets. OptiEdge, c'est un essai en cluster et en step wedge dont l'objectif était de démontrer le bénéfice d'une stratégie d'optimisation d'anesthésie générale multimodale chez des patients âgés. C'est une étude qui inclut 2500 patients de plus de 75 ans présentant une comorbidité parmi celles qui vous sont affichées ici, qui a bénéficié de la participation de 27 centres français et qui a inclus des fractures du col du fémur, de la chirurgie intrapéritonéale de plus de 2 heures, en excluant tout ce qui était pariétal, de la chirurgie vasculaire à l'exclusion des fistules, des carotides, tout ceci pour avoir une incidence attendue du critère de jugement principal de 24%. Le critère de jugement principal était à J30, la mortalité ou une morbidité majeure parmi une insuffisance rénale aiguë, un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, un AVC, un sepsis ou un choc septique, une insuffisance respiratoire aiguë entraînant une ventilation mécanique ou non invasive et un délirium. L'hypothèse de départ, c'est qu'on ait une incidence de ce critère de jugement principal à 24% et on avait supposé avec une puissance à 90, un risque alpha à 0,05, réduire de 30% ce critère de jugement principal, ce qui, dans un randomisé classique, aurait abouti à une étude de 1300 patients. Donc on reviendra sur la notion de cluster derrière. Vous avez vu, on a presque doublé le nombre de patients du fait de la méthodologie. Donc les patients dans le groupe contrôle, ils étaient pris en charge selon les habitudes usuelles du centre en question. Alors pourquoi faire un cluster ? C'est simplement parce qu'on a pensé que sur la durée d'inclusion qui était de 24 mois, il y avait un risque majeur de contamination du groupe contrôle par les procédures mises en œuvre dans le groupe optimisation. Donc ce groupe optimisation, lui, il comprenait un monitorage de la profondeur de l'anesthésie avec des critères standards. Il fallait être dans le range. Alors, on recommandait d'être autour de 50, mais c'était 40-60 pour le BIS. Pareil pour l'entropie. Et, j'insiste sur le « et », des silences électriques égales à 0 chez le sujet âgé. Ça, c'est un point sur lequel on a toujours été très incisif. Sachant que dans la littérature, je vous rappelle que le bénéfice du monitorage de la profondeur d'anesthésie est essentiellement sur le délirium, en particulier quand on n'a pas de burst suppression. Un remplissage guidé sur l'hémodynamique selon les recommandations de l'ESA ou les recommandations de l'ASFAR, c'est-à-dire, je vous rappelle, mesure du débit cardiaque ou du volume d'éjection systolique. On maximalise par des épreuves de remplissage, on prend la valeur de référence et pendant toute l'intervention, on remplit si on s'éloigne de plus de 10% de cette valeur. Ça, c'est parfaitement démontré en termes de bénéfices chez les sujets à haut risque, mais pas spécifiquement chez les sujets âgés. La prévention de l'hypotension, la cible à l'époque de la construction de l'étude en 2015, on s'était fixé 20% de la PAM de référence. La ventilation protectrice, c'était le papier d'Emmanuel Futier du New England, avec un VT entre 6 et 8 du poids idéal théorique, une pipe au moins à 5 et des manœuvres de recrutement à 30 cm d'eau toutes les 30 minutes. Alors, c'est une étude en step wedge, je vous ai dit pourquoi, le risque de contamination. On va s'arrêter 2 minutes sur la méthodologie parce qu'elle est importante et elle est contraignante. Le principe du step wedge, c'est que la randomisation va se faire sur le centre et non pas sur le patient, selon le principe d'une marche en avant. Comme vous pouvez le constater, tous les centres ont commencé par une période de contrôle, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et après, on randomise un cluster ou une grappe de centres qui, elle, va passer en intervention et qui ne va faire que de l'intervention pendant tout le reste de l'essai. Il est évident que la constitution des clusters, c'est un vrai casse-tête. Pourquoi ? Parce qu'il faut que quantitativement, sur 3 types de chirurgie,
on ait une homogénéité de l'ensemble des clusters entre la phase contrôle et la phase thérapeutique, a priori sur les types de chirurgie qui vont inclure les volumes, mais aussi leurs pratiques habituelles dans le centre avant l'inclusion, sur l'ensemble des paramètres que l'on va optimiser. Et c'est pour ceci que nous avions fait une étude préliminaire avec les centres pressentis sur 30 jours pour mesurer quelles étaient leurs habitudes, leur capacité d'inclusion supposée. Et donc ce résultat avait été publié dans ACCPM en 2018, ce qui nous a permis de constituer les clusters avec les différents centres selon les principes que je viens de vous évoquer. Et en finale, voilà ce que ça donne sur le tableau d'inclusion. Donc vous avez autant de périodes de 4 mois dans le groupe contrôle que vous en avez dans le groupe optimisé. Et bien évidemment, on a du mal à finir. C'est pour ça qu'il y a plus de patients là, parce que le dernier cluster n'a pas été de 4 mois, mais c'était un risque que l'on a assumé et qui méthodologiquement est acceptable. C'est de prolonger les délais d'inclusion pour finir l'étude sur la dernière partie où tout le monde est dans le groupe intervention. La population qui a été incluse, donc on est allé au terme de cette étude avec 6 mois de retard. Donc 1200 patients, 1250 patients dans chaque groupe. Comme vous pouvez le constater, c'est des sujets vieux, c'est des vrais vieux. Il n'y a rien d'autre de particulier. En termes de morbidité, des petites différences. Il y a plus d'insuffisants cardiaques dans le groupe contrôle, 12 versus 9. Il y a plus d'artériopathie des membres inférieurs et de cancer dans le groupe optimisé. Et donc une population où vous voyez, il y a 50% des gens qui avaient un cancer actif dans le groupe optimisé. Les types de chirurgie, je veux dire malheureusement, même si ce critère a été intégré dans la multivariée et dans le modèle, malheureusement on n'a pas la même répartition, plus d'orthopédie dans le groupe contrôle, plus de chirurgie viscérale dans le groupe optimisé. C'est des malades graves. C'est des malades graves, vous voyez, les 3-4 versus les 1-2. On a 61% de patients qui sont 3 ou plus dans le groupe optimisé. Et quand on regarde le post-POM, c'est le score de Yannick Lemanac qui intègre le type de chirurgie. Une médiane à 32, c'est élevé, hein. Donc vous voyez, il y a plus de 67% des gens qui sont au-delà de la médiane dans le groupe optimisé. Le Charlson n'est pas très élevé par contre, légèrement différent et en défaveur du groupe optimisé. Et puis quand on parle de sujets âgés, ce qui est important, bien évidemment, c'est le degré d'autonomie préalable qui était mesuré par 2 index. Le 4, c'est l'IADLS. Sans rentrer dans le détail, ils avaient le même niveau de handicap et de défaillance fonctionnelle. Alors l'étape d'après, c'est les résultats. Le critère de jugement principal est identique dans les deux groupes, 27,7 versus 27,4. Si l'on regarde dans les critères secondaires les composants du composite, la morbidité n'est pas différente, avec aucune différence sur chacun des paramètres constituant la morbidité. Par contre, un effet sur la mortalité. La mortalité passe de 6,6 à 4,7, c'est une réduction d'à peu près 29%. Donc, il meurt moins dans le groupe optimisé. Les autres critères de jugement secondaire à 30 jours toujours, bon, on ne va pas les détailler, pas de différence sur les complications pulmonaires, sur les autres infections, sur les complications de décubitus, les événements thromboemboliques, les infections du site, les réopérations. J'ai oublié la durée d'hospitalisation qui n'était pas franchement différente non plus. Les réadmissions et ainsi de suite, rien. Le suivi à 1 an, l'autonomie jugée toujours avec les deux mêmes critères n'était pas différente pour ceux qui étaient encore vivants, mais la mortalité, il n'y a pas de différence, mais je vous rappelle que les gens dans le groupe optimisé, il y avait 50% de cancer, et plus de cancer dans le groupe optimisé que dans le groupe contrôle, donc ce n'est pas franchement étonnant, on n'a pas travaillé la mortalité à 1 an, pour aller vérifier si c'était dû au décès des cancers, mais c'est une hypothèse potentielle. Je vous présente un seul sous-groupe qui était bien sûr prévu dans le plan d'analyse statistique qui avait été figé bien en amont et publié en amont. C'est le groupe orthopédie. Le critère de jugement principal ne sort pas sur le digestif, ne sort pas sur le vasculaire. Par contre, il sort en orthopédie. Et vous voyez,
il y a quand même un effet qui est conséquent, puisque l'on passe de 33% dans le groupe contrôle à 26 sur le critère composite. Et si vous décomposez les composants du composite, la morbidité est réduite. Et parmi cette morbidité, on a un effet positif sur l'insuffisance rénale aiguë, sepsis et sepsis choc. Et puis, chez le sujet âgé, dans cette pathologie, un truc qui est vachement important, c'est le délirium. Avec une incidence dans le groupe contrôle qui valide, grosso modo, la manière d'estimer ces choses-là dans notre essai. C'est l'incidence à 14%, c'est tout à fait correct dans ce type d'études. La mortalité, par contre, est en faveur du groupe optimisé, mais elle est statistiquement non significative. Vous l'avez constaté, je n'ai pas réinsisté dessus, on a une incidence du critère de jugement principal qui est à 27%, là où on l'attendait à 24%. Donc on n'a pas un défaut de puissance dans cette étude. Et là, on vient à la chose qui est particulièrement intéressante, c'est l'observance. Donc, vous vous rappelez, on a 4 critères principaux, la ventilation, la profondeur d'anesthésie, la PAM et le VES. Vous avez ce qui est fait à l'état de base dans le groupe contrôle. Ce qui est aussi intéressant et a posteriori qui valide un peu notre étude préliminaire, c'est qu'on retrouve les mêmes chiffres que dans l'étude préliminaire qui avait permis de valider les clusters. Donc, les choses n'avaient pas beaucoup bougé entre la validation et le délai. Et puis, regardez, dans le groupe optimisé, les gens sur la ventilation, il n'y a que 49% des patients qui ont eu une satisfaction sur les 3 critères. Vous avez les pourcentages en outre. Le temps passé avec une profondeur d'anesthésie dans la cible, on est à 61. Et puis pour tous les critères quantitatifs qui est là, on a défini avec notre statisticien 3 seuils. L'observance 25% du temps, 50% du temps ou 75% du temps dans la cible. Je vous laisse découvrir les choses. Il y a quand même des choses assez instructives à ce niveau-là. Alors, l'idée de mesurer l'observance, à la fin, c'était de voir l'impact que ça pouvait avoir sur le critère de jugement principal, et c'est ce que je vous présente dans ce tableau. Alors, clairement, une observance à plus de 75% sur les 4 paramètres, il n'y a que 64 patients. Donc, aller faire des statistiques de 64 versus 1250, ça n'a pas beaucoup de sens, donc on n'a rien fait là-dessus. Par contre, quand on a une observance... Alors, observance plus de 50% du temps sur les 3 paramètres quantitatifs et la ventilation qui est qualitative, qui est 0 ou 1, qui est satisfaite. À ce moment-là, on obtient 221 patients et le critère de jugement principal est à 27 dans le groupe contrôle, il est à 22 dans le groupe optimisation. On n'est pas significatif du fait de la puissance. Mais par contre, quand on descend à 25% d'observance, on augmente le chiffre et à ce moment-là, on devient statistiquement significatif. Alors, ce modèle d'observance, il est très critiquable et aujourd'hui, on est encore en train de travailler, les résultats que je vous présente sont encore préliminaires, on est en train de travailler pour pondérer chacune des choses sur l'impact que ça peut avoir. Parce que là, on a donné le temps passé dans la cible, on a donné le même poids, quel que soit le critère, et c'est probablement, si ce n'est une aberration, c'est probablement pas très pertinent. Voilà la répartition selon un diagramme de Venn des patients pour une observance à 50% qui vous donne, vous voyez, c'est complètement établi. Malheureusement, on n'a pas des trous toujours sur le même paramètre. Donc en conclusion, pas de bénéfice sur le critère composite, pas d'effet sur la morbidité, mais un effet sur la mortalité avec une réduction d'environ 30%. Un effet bénéfique sur la fracture du col qui conviendra de confirmer par la suite. Le problème de l'observance, c'est de la faisabilité. On voit très clairement qu'il y a un effet plancher, au-delà duquel, si vous dépassez un certain niveau d'observance, avec la limite bien sûr que cette observance n'est pas pondérée en fonction de l'importance relative de chacun des critères, eh bien vous déclenchez un effet bénéfique. Et tout le problème, c'est pourquoi les gens ne font pas ce qu'on leur a demandé de faire. C'est ce qui est le plus contraignant qui n'est pas forcément fait. Et ça, c'est peut-être un plaidoyer à l'avenir pour l'automatisation d'un certain nombre de tâches à partir du moment où on rentre dans des systèmes contraignants pour optimiser les patients. Il existe des boucles fermées sur l'administration des agents et la profondeur d'anesthésie. Il existe des boucles qui commencent à tourner sur le remplissage vasculaire. La ventilation mécanique, les recrutements et les choses, c'est en voie d'automatisation et c'est une des pistes pour l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais simplement dire toute ma gratitude, et le mot est un peu galvaudé quand on a inclus 2500 patients en un peu plus de 6 mois par rapport
au délai pressenti à l'ensemble des centres. Ce serait totalement impossible de remercier chacun des médecins ici. Avoir un mot pour Sylvie Passot, sans qui cette étude n'aurait jamais pu être conçue et aller jusqu'au bout. Le statisticien qui est toujours sous pression à l'heure où je vous parle parce qu'il m'a envoyé certains résultats ce matin. Et puis avoir un mot très ému pour Yannick. Yannick, c'est avec lui qu'on a construit les groupes et qu'on a défini les critères de jugement et tout. Et il nous manque beaucoup aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Serge, résultat très intéressant. On voit bien qu'il y a une mine d'informations d'ailleurs dans l'étude. La remarque qu'on se faisait avec Lionel en aparté, on se disait mais ça va être compliqué là, cette histoire d'observance à intégrer dans votre publication finale. Est-ce que finalement vous n'auriez pas intérêt à montrer le résultat, enfin faire un premier papier qui serait vraiment avec les résultats bruts et faire un autre papier avec ces histoires d'observance, etc. Parce que je trouve que c'est assez complexe à intégrer, je trouve, dans le. Et est-ce qu'on finalement vous n'allez pas tendre un peu le bâton pour vous faire battre si jamais vous mettez ces histoires d'observance, parce qu'on vous dire, bah, en fait, les gens ont fait vraiment ce qu'ils voulaient, quoi. Tu as totalement raison. Aujourd'hui, c'est plus pour notre compréhension et puis pour la discussion ici de dire, voilà, il y a des résultats négatifs, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? L'analyse de l'observance était prévue dans le plan d'analyse statistique au départ. Si on se réfère au papier du BMJ Open, on en avait parlé. Donc clairement, les gens vont venir dessus. Ils vont nous demander. Après, de toute façon, si on la présente, ça ne sera que dans les supplementary files. On ne va pas s'amuser à mettre la discussion là-dessus. Mais on est aujourd'hui en train d'essayer de comprendre, quoi, parce que c'est des modèles qui sont excessivement complexes. Et la pondération de chacun des éléments, on va la faire non pas sur le truc, mais en réintégrant le groupe contrôle. Parce que dans le groupe contrôle, il y a déjà des gens qui faisaient. Donc derrière, toute la question, c'est quels critères pertinents d'observance. Et il n'y a rien de satisfaisant. On est encore en train d'essayer de modéliser ça, mais de toute façon, ça sera qu'un élément vraiment très mineur, probablement une ligne dans le texte, mais on va se faire attaquer là-dessus, c'est une évidence. Oui, mais vous avez un effectif qui est quand même incroyable. Tu dis études négatives, oui, sur le critère principal, mais il y a quand même des signes très très forts qui sortent dans ces sous-groupes. Donc il y a un vrai enjeu en ce moment, en particulier sur la chirurgie orthopédique, de se dire qu'on sous-monitore, qu'il faut être beaucoup plus agressif. Et donc je pense que ça va être un très très beau papier. Et à l'américaine, aller au direct, sans toute la complexité de l'observance, c'était la réflexion qu'on se faisait tous les Vous avez totalement raison, mais simplement aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de construire des études comme ça et de réfléchir à notre spécialité. C'est-à-dire qu'on met en évidence, parce qu'isolément, chacun des mesures du bundle, à part la profondeur d'anesthésie, avait montré sa pertinence en termes de morbidité dans ces populations à risque. Mais si aujourd'hui on essaye de réfléchir de manière globale et de mettre en perspective, on est confronté à ça. On est obligé de faire des stratégies et comment on les met en œuvre. Et ce truc-là, c'est plus une interrogation sur le devenir de notre travail au bloc opératoire. On va être confronté à la réalité du terrain. C'est ce qui nous arrive dans cette observance. C'est plus une mise en perspective et une réflexion pour construire les futures études et définir des algorithmes de stratégie. Il faut rester les pieds sur terre. Pour le papier, vous avez 100% ou 150% raison. Sigismond. Oui, merci Serge, c'est vraiment impressionnant et on sent que ce n'est pas un papier mais 10 papiers qui vont sortir derrière parce que je pense qu'il y a beaucoup à travailler. Et il y a le registre AG à risque. Juste pour ma bonne compréhension, si j'ai bien compris, il y a 380 patients qui ont plus de 25% d'observance. Ouais. Sur à peu près donc 250 dans le groupe. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a 900 qui ont moins de 25% d'observance, c'est ça? Sur les 4 paramètres pris avec une importance égale. Donc probablement, ce serait intéressant quand même d'avoir aussi l'effet sur cette population-là. Et c'est là où effectivement tu te tires complètement la balle dans le pied, potentiellement. Mais il nous manque en tout cas ce résultat-là. Sur ceux qui ont moins de 25% d'observance, est-ce qu'il y a un effet sur la mortalité comme tu as ou pas? Donc ça, c'était mon premier point. Et après, là aussi dans le tableau sur les comparaisons des populations, combien il y en a? Parce qu'il y a un bis qui est donné aussi dans le groupe contrôle.
ils ont tous un monitorage bis ou parce que tu as aussi un pourcentage de temps passé dans la cible, etc., dans le groupe contrôle. Alors, ils étaient tous monitorés? Non, ils n'étaient pas tous monitorés, mais je vais te donner la réponse ici. Regarde en bas, ici, on te donne un temps passé. On voit pas les diapos. Ah, pardon, je suis désolé. En fait, on a fait deux choses. Ceux qui avaient pas de bis, on mettait 0 au temps passé dans la cible. D'accord. Voilà. Ce qui est très pénalisant en finale sur l'affaire. On n'a pas intégré, on ne pouvait pas mettre un résultat sur que les patients qui avaient eu le bis. Et on a traité tout ça de la même manière, c'est-à-dire sur le volume d'éjection systolique, il y a très peu de patients qui l'ont. Donc en finale, tu ne vas pas mettre les chiffres d'observance chez le très peu de patients qui ont eu. Il y en a une dizaine qui ont eu ça dans le groupe contrôle. Ouais, c'est bundle, donc contrôle. Oui. Derrière, on a mis 0 dans l'affaire. On a délibérément pénalisé le groupe contrôle. Aujourd'hui, on est confronté à une extrême difficulté justement pour définir cette observance de manière pertinente et la pondérer selon les 4 critères. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on donne la même importance à tout. Mais là, bon, on a un méthodologiste qui s'est plongé là-dessus et qui nous dit « Moi, je devrais pouvoir vous apporter une réponse, surtout si on fait sauter la randomisation du cluster et qu'on intègre ceux qui ont été optimisés dans le groupe contrôle. » Très bien. Voilà. On va être obligé de conclure pour respecter le temps. Merci à tous. On est fiers de notre spécialité qui nous présente une gamme très large d'études, de la traumatologie à la coag, au sujet âgé. Et ça, c'est notre force. Et en tout cas, chaque année, on est vraiment impressionné par les études qui vont paraître. Bon courage pour les publications. Merci à vous pour la suite du congrès.